midi à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Qui n'a pas un vieux téléphone qui traîne au fond d'un tiroir depuis plusieurs années? Vous l'aurez compris, on s'intéresse ce matin au recyclage de nos téléphones portables. Un réflexe loin d'être acquis, vous le verrez. Nos invités nous donneront quelques idées et astuces pour y remédier. Mais comme d'habitude, on part retrouver Evan. Salut Evan, quel est ton programme ce matin? Salut Anne Fontet et bonjour à vous à la maison. Nous, ce matin, on s'intéresse aux murs végétaux. On en a tous déjà vu. Et puis c'est vrai que c'est toujours fascinant de voir ces grands massifs de plantes verticaux. Je vous propose de passer de l'autre côté du mur pour parler un petit peu de la conception de ces éléments de décor et architecturaux. Et pour ça, nous serons en compagnie d'un pro. Salut Yannick. Bonjour Evan. Alors avec ton équipe, vous avez conçu et construit ce mur qui date de 10 ans au centre commercial Grand Quartier à côté de Rennes. Est-ce qu'avant, pour commencer, tu peux nous donner la définition d'un mur végétal? Alors en deux mots, on différencie deux choses. Il y a le mur végétal et la végétalisation de façade. Végétalisation de façade, on plante des plantes au sol, on les fait monter sur des supports grillagés. Comme la ligne vierge de ma grand-mère. Par exemple, exactement. Par contre, le mur végétal tel qu'on l'a ici, ça va être des modules que l'on verra tout à l'heure à la serre. Ce sont des fabrications avec un substrat spécifique et puis un mur qui va être porteur, qui va nous permettre de nous accrocher et de pouvoir poser ce mur végétal ici dans cet environnement. Comme celle-ci, oui. En fait, tout est monté en serre. On ira tout à l'heure, avant la fin de l'émission, vous montrer ça. Est-ce qu'on peut s'approcher un petit peu? Allez, la caméra va s'approcher pour voir comment est-ce que c'est fixé. Tu peux nous expliquer? Oui, alors c'est en fait on a derrière ce substrat une cage donc que l'on reverra, on aperçoit légèrement, on voit que c'est mouillé évidemment puisque il y a un système d'arrosage et on a en fait une grille derrière qui nous permet d'accrocher. Alors je compare souvent ça au parpaing par exemple, tu vois, on va monter notre mur végétal du bas et on va monter nos petits parpaings dans lequel on va passer des systèmes d'arrosage et on va monter au fur et à mesure notre mur végétal comme ça. Voilà. Un peu un maçon du mur. On va dire ça. Et alors, bon, évidemment, là, le mur, il est devant les toilettes. Pourquoi est-ce que c'est toujours dans des endroits comme ça qu'on voit des murs végétaux? Dans un centre commercial, je crois que c'est l'endroit le plus fréquenté du centre commercial. Et là, on a l'impression de rentrer dans un espace agréable, finalement. On va passer... voilà, exactement. Alors, c'est aussi tout un gros travail de conception. Tu nous as emmené un schéma de conception d'un mur végétal. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je te laisse peut-être nous le commenter. Voilà, alors en quelques mots, lorsqu'on a ça, nous on va faire en amont avec le client le projet et quand on voit un petit point, un point est une plante sur ce schéma de plantation. On fait des plantes. Là ça fait aux alentours de 50 mètres carrés, donc il y a 3500 végétaux dans ce mur végétal avec ces dessins que l'on souhaite conserver en permanence et ces dessins vont représenter des variétés végétales que l'on va mettre à l'intérieur. D'accord. Et alors, au niveau de la lumière, comment ça se passe? Il faut qu'il y ait toujours de la lumière allumée? Exactement. Ici, on est dans un mur végétal intérieur et on a compensé le manque de lumière naturelle par de la lumière artificielle avec ces spots qui vont être éclairés aux alentours de 12 heures par jour à peu près. Voilà. Et alors, est-ce que ce sont des plantes qui sont résistantes à la chaleur? Alors, ce sont des plantes qui sont vraiment faites pour l'intérieur, des plantes qui vont se plaire, qui vont pas trop supporter de parasites, puisqu'évidemment, on a aussi des parasites sur nos végétaux. Donc, c'est vraiment des plantes qui sont spécifiquement faites pour ça. Mais par contre, un spathiphyllum comme ici, on peut en avoir aussi à la maison, complètement, parce que beaucoup de gens en ont un, et on les retrouve. Et vous voyez, c'est des plantes qui ont 10 ans, donc ça se plaît très bien dans le mur végétal. Bon, et puis vous faites l'entretien vous-même avec des produits naturels, on aura l'occasion d'en reparler. On va se retrouver à l'extérieur, il y a un mur végétal immense, vous allez voir. En attendant, Anne Fontet, moi j'ai une petite question, parce que là c'est l'heure de passer à l'arrosage. Mais je ne suis pas sûr que mon arrosoir il marche, ça risque de couler partout. T'as pas une solution? Non, tu vas avoir quelques soucis, je crois. Oui. C'est compliqué. On va essayer de ne pas faire de vagues. Allez, à tout à l'heure, Evan. Et on en vient à notre dossier du jour. Près de 8 téléphones sur 10 devenus obsolètes sont gardés plutôt que d'être recyclés. Si vous faites partie des gens comme moi qui comptent plusieurs appareils dans vos tiroirs, il serait peut-être temps d'envisager le tri de votre téléphone portable et le recyclage, bien évidemment. Regardez. Ben dis donc, tu fais un élevage de vieux téléphones? Je sais pas quoi en faire. 79% des Français conservent leur ancien téléphone. Du coup, on estime que 100 millions de mobiles dorment dans nos placards, dont les 2 tiers fonctionneraient encore. Et pourtant, ils pourraient servir à quelqu'un d'autre ou fournir des matériaux importants pour la fabrication de nouveaux téléphones sans avoir à puiser de nouvelles ressources naturelles. Alors, si vous ne souhaitez pas revendre votre mobile, mais juste vous en débarrasser, recyclez-le.
C'est bon pour la planète et aussi pour l'emploi en France. Car recycler un mobile, c'est du boulot. On vérifie s'il est réutilisable et le cas échéant, il est vidé de ses données personnelles et reconditionné pour être revendu à un prix solidaire. S'il est trop vieux ou non réparable, ces matériaux sont recyclés et réutilisés dans l'industrie. Alors, comment faire? C'est très simple. Vous pouvez gratuitement l'expédier à Ecosystem, un organisme agréé pour la collecte et le recyclage des appareils électriques et électroniques. Il suffit de se connecter à jedonnemontéléphone.fr. Tout est expliqué. Sinon, il existe divers lieux pour déposer votre appareil. Vous les trouverez très facilement sur ecosystem.eco. Allô, c'est compris? Et on poursuit la discussion avec Vivien Bahuot, représentant régional d'Ecosystem, un éco-organisme, comme on vient de le voir, à but non lucratif, qui organise la collecte et la dépollution et le recyclage d'équipements électriques électroniques. C'est tout bon? Tout bon. Carla Courly, vous êtes étudiant à Rennes 1. Vous avez lancé l'association Recycle ton Phone. Et Anaëlle Leblévec, vous êtes enseignante, militante féministe, sportive handisport. Vous nous parlerez tout à l'heure du projet Tout Sport, dont vous êtes marraine. Bonjour à toutes et à tous. Alors, première question, qui autour de la table possède un téléphone dont il ne se sert plus? J'ai fait le compte pour l'émission, j'en ai 3. Oui. Et vous? 2. En travaillant à Ecosystem, vous avez... Oui. Carla Courly? Moi, je n'en ai plus qu'un. Ah, c'est bien, bonne élève. Anaëlle Leblévec? Moi, j'en ai 2. Vous en avez 2. Alors, vous, personnellement, Carla Courly, comment avez-vous été justement sensibilisée à cette question du recyclage du téléphone portable? J'ai été sensibilisé à la question du recyclage du téléphone portable en participant à un projet universitaire qui était en partenariat avec la Fondation Rennes 1 et avec Orange. D'accord. Donc j'ai travaillé pendant 6 mois sur cette question justement de la collecte et de la sensibilisation au recyclage du téléphone portable. Et pourquoi avoir choisi ce sujet précisément? C'était dans une liste de sujets proposés et c'est ce qui me semblait le plus intéressant. Okay. Anaëlle Leblévec, le recyclage du téléphone portable, ça vous parle ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, auquel vous ne pensez pas? Alors le recyclage, de manière générale, ça me parle énormément, mais effectivement, les téléphones, j'ai tendance à les laisser dans mon tiroir en me disant que dessus, il y a des photos, des choses que je veux récupérer. Et puis en fait, je récupère le nouveau et je le fais jamais, quoi. Et ça fait 3 ans qu'il attend. Je crois qu'on est tous pareils. Alors en France, selon Ecosystem, environ 54 à 113 millions de téléphones mobiles dorment dans nos tiroirs. Comment on explique un tel chiffre? Voilà, alors effectivement, la fourchette est assez large, ça dépend des études, mais ça s'explique notamment, comme le disait Anaëlle, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la valeur que peut avoir le téléphone, que ça soit financière, le prix d'achat, on se dit quand même aujourd'hui ça coûte un certain prix, donc de quelle manière je veux l'amortir. Il y a la valeur sentimentale, entre guillemets. Il y a aussi le fait... On le disait tout à l'heure, ça peut encore servir. Et puis, il y a toutes les données personnelles qui sont dessus, que ça soit sentimental, tout ce qui est photo, ou les données qu'on peut considérer comme sensibles, pour lesquelles on souhaite, on a des craintes et on souhaite du coup sécuriser ce produit. D'accord. Alors, votre association Recycle ton Phone, vous sensibilisez sur les campus. Alors, c'est un peu plus compliqué avec le Covid-19 aujourd'hui. Quels sont les freins que vous avez constatés quand vous en parlez aux étudiants? Les principaux freins sont sensiblement les mêmes. La plupart des étudiants ne savent déjà pas qu'un téléphone se recycle. Effectivement. Ensuite, ne savent pas où est-ce qu'on peut le recycler. Et après, on revient sur les mêmes freins. On ne sait pas. Beaucoup de personnes sont attachées à leur téléphone portable ou ont peur de ce qui pourrait en être fait une fois qui serait donné, notamment. Justement, sur cette question des données, comment ça se passe concrètement quand vous récupérez un téléphone? Parce qu'on peut, nous, tout supprimer, mais parfois, on a des craintes qu'on puisse retrouver via la carte mère des données confidentielles. Techniquement, effectivement, c'est comme un disque dur, votre téléphone mobile. Donc, quand on supprime les données, elles existent encore, mais elles pourraient potentiellement, je dis bien potentiellement, être récupérées. Nous, aujourd'hui, nous envoyons ça vers un partenaire qui est basé dans les Deux-Sèvres, dont la première mission, effectivement, va être vraiment de supprimer totalement les données. C'est un protocole qui a été mis en œuvre avec les fournisseurs, les principaux opérateurs téléphoniques. Et donc là, il y a vraiment une garantie de la suppression totale des données et donc de la sécurisation de ces éléments. Vous récupérez un téléphone vierge, prêt à être réutilisé à 100%. Alors, grâce à Ecosystem, vous proposez d'envoyer gratuitement le téléphone portable. Comment ça marche dès que le téléphone arrive entre vos mains?
Alors déjà, avant qu'il arrive entre nos mains, c'est effectivement, on l'a vu en amont, c'est vous passez par le site jedonnemontéléphone.fr, tout attaché. Ça vous permet soit d'imprimer chez vous une enveloppe, une étiquette prépayée, soit de recevoir directement une enveloppe T. Vous mettez de 1 à 3 téléphones mobiles dans l'enveloppe, vous la déposez directement dans n'importe quelle boîte postale. Nous, ça nous permet d'assurer une traçabilité, de s'assurer que ça revient bien sur notre opérateur basé dans les Deux-Sèvres, qui va assurer vraiment la remise à zéro des données, vérifier si le téléphone a un intérêt aujourd'hui à être réemployé, c'est-à-dire est-ce qu'il va trouver preneur, est-ce que techniquement il est en mesure en fonction de son état. Si on peut le faire, ça va être envoyé, et sinon... renvoyé, réutilisé, remis en vente à prix solidaire. Et sinon, ça va être effectivement envoyé en traitement, dépollution, traitement, recyclage matière, qui est très important par rapport aux ressources de la planète. On va y revenir tout à l'heure. Combien de téléphones vous récupérez par an ? Alors, je donne mon téléphone.fr existe depuis 1 an. Il nous a fallu 3 ans pour mettre en œuvre un process qui sécurise les gens par rapport à tout ce qu'on vient de voir, les craintes qu'on peut avoir. Donc sur l'année écoulée, on est aujourd'hui à 25 000 téléphones. Sur les 54 millions, fourchette basse. C'est très peu pour l'instant. Nous avons encore du potentiel. D'accord. Recycle ton phone, vous aussi, vous avez noué des partenariats avec Orange. Combien de téléphones récupérés depuis le début de l'opération ? Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons récolté à peu près 600 téléphones. D'accord. Donc, nous n'avons encore mené que peu d'opérations, principalement à cause du Covid, justement. Oui. Mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux, rien que sur la Il y a combien Rennes. d'étudiants sur le campus, par exemple, de l'Université Rennes 1 Vous êtes à peu près combien ? On est à peu près 10 000. Ah oui, quand même. Je ne sais plus Donc tout à vous fait. avez de quoi faire encore. Oui, encore. Justement, Vivien Bailleux, quel est le ratio entre les téléphones fonctionnels et ceux qui sont irréparables que vous récupérez ? Alors, déjà, il y a aujourd'hui entre 5 et 9 millions d'appareils qui sont déjà réemployés en France par le biais notamment des sites marchands ou des opérateurs téléphoniques. Donc cela, ce n'est pas le créneau sur lequel nous, on souhaite intervenir. On n'est pas du tout dans la notion de revente produit. On est vraiment dans la notion récupération, sécurisation des traitements des données et derrière pouvoir soit les revendre à prix solidaire, soit pouvoir les assurer leur dépollution et leur traitement correct. Et justement, dans le cas où le téléphone portable est irréparable, comment sont recyclés les différents matériaux ? Quelle est la seconde vie qu'ils ont finalement ? Alors déjà, effectivement, je ne vous ai pas dit, mais j'ai oublié dans la première question, on est entre 5 et 15% d'appareils qui nous sont redonnés aujourd'hui, qui sont réutilisés. Donc les 85% restants, on va les envoyer sur un opérateur bien spécifique qui va faire du traitement, donc qui va pouvoir dépolluer ces appareils, retirer les quelques substances dangereuses, notamment les batteries. Et derrière, on va pouvoir vraiment réaliser un recyclage des différentes fractions. Il y a 70 matériaux différents aujourd'hui en moyenne dans un téléphone mobile. D'accord. Donc l'objectif, c'est de pouvoir récupérer les différents plastiques à vue de recyclage, les métaux, le verre, les cartes électroniques, enfin le maximum d'éléments pour refaire de la matière, ce qu'on appelle première secondaire, qui évite d'aller chercher ça dans le sol. Et justement, cette filière du recyclage, elle est sous-exploitée. Comment ça s'explique qu'on donne si peu notre téléphone, qu'on en parle aussi si peu finalement ? Manque de connaissance des gens du dispositif, c'est ce que disait Karl, sur les étudiants, ils ne savaient pas, les gens ne savent pas à quel endroit donner. Il y a des craintes aussi, voilà, j'ai une réticence parce que on l'a évoqué tout à l'heure, plusieurs éléments qui peuvent expliquer ça. Donc il y a vraiment un déficit d'information, de communication, d'où l'intérêt pour moi d'avoir des personnes en local, des associations comme la sienne, qui permettent de sensibiliser les gens, d'expliquer. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, cette filière, elle est aussi pourvoyeuse d'emplois, parce que vous travaillez notamment avec les ateliers du bocage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est d'abord ? Les ateliers du bocage sont une plateforme qui récupère les téléphones, donc soit les reconditionne s'ils sont utilisables, ou soit détache les matériaux qui les constituent pour les recycler ensuite. Et c'est en lien avec l'association Emmaüs, je crois. Alors voilà, les ateliers de bocage, c'est effectivement l'opérateur des Deux-Sèvres, c'est une émanation d'Emmaüs. Donc effectivement, emploi solidaire par excellence. Aujourd'hui, les ateliers du bocage, ça représente 150 emplois. En France ? En tout cas sur le site des Deux-Sèvres. D'accord. Et ce qui est très important, je trouve un chiffre qui va peut-être vous inciter à redonner votre téléphone usagé, c'est que 1000 téléphones rendus aux ateliers du bocage, c'est un emploi pendant un mois.
D'accord. Donc quand on voit les 25 000 téléphones qu'on a fait, plus les 600 par rapport aux 54 millions, on se dit qu'il y a moyen de générer de l'emploi supplémentaire en France. Mais est-ce que la filière du recyclage elle ne souffre pas du fait que les opérateurs de téléphonie proposent aussi des contreparties financières pour récupérer d'anciens téléphones, Karl? Je pense pas, parce qu'au final, par exemple, je prends l'exemple d'Orange, avec qui nous travaillons beaucoup, récupère un grand nombre de téléphones et les envoie justement, ceux qui ne sont plus utilisables, aux ateliers du bocage. Donc, sachant qu'il est estimé qu'à peu près 100 millions de téléphones dorment dans les placards, je pense qu'il y a de la marge pour faire de la concurrence. Tout le monde peut jouer sur le marché. Oui. Vous êtes d'accord avec le constat de Karl, Vivien? Oui, tout à fait. En fait, sur les 100 millions, il y a déjà les 9 millions aujourd'hui qui sont, entre guillemets, en site marchand, soit par les opérateurs, soit par des personnes directes. Là, donc on est sur l'allongement de la durée de vie, c'est-à-dire un appareil qui va pouvoir resservir une deuxième fois. C'est essentiel pour effectivement limiter le prélèvement sur les ressources. Ensuite, en toute fin de vie, là, on pourra intervenir effectivement sur l'aspect vraiment recyclage matière, redonner une deuxième vie aux matières et non plus aux produits. Anaëlle Leblevec, alors quand on écoute tout ça, on se dit bon, c'est parti, je reprends mon téléphone demain. Oui, de mon retour, là je vais les vider, puis je vais aller les Je donne mon déposer. téléphone. Et peut-être aussi que réduire l'impact de notre empreinte environnementale, c'est commencer d'abord par acheter moins de téléphones quand même. C'est aussi ça le problème aujourd'hui. Alors oui, il y a un côté nouveauté. Je souhaite renouveler mon téléphone, alors que l'ancien fonctionne encore peut-être totalement, enfin très très bien. C'est un problème, c'est un problème de société. Est-ce que je consomme, est-ce que j'ai besoin du dernier appareil à la mode, alors que l'autre a moins d'un an et fonctionne parfaitement. Ça, chacun se posera sa question, son âme et conscience. Oui, parce qu'il y a quand même ce chiffre. On utilise en moyenne un smartphone pendant 3 ans. Plus de 20 millions de téléphones mobiles neufs sont vendus chaque année. C'est dingue comme chiffre quand même. C'est colossal. Oui. C'est colossal, surtout quand on sait qu'un téléphone, c'est 75 kilos de minerais pour construire un téléphone. Ça va être 3 brouettes à chaque téléphone que vous allez acheter. Et comment on change nos comportements d'achat ? Déjà, effectivement, c'est se poser la question de l'usage. Est-ce que j'ai besoin tout de suite du dernier appareil alors que le précédent fonctionne parfaitement ? Ensuite, si le mien commence à avoir des difficultés, est-ce que je ne peux pas le réparer ? Sinon, est-ce que je ne peux pas lui permettre une deuxième vie par le biais d'associations, par le biais de je donne mon téléphone.fr qui va arriver vers un opérateur qui va essayer de redonner une deuxième vie. Et puis le dernier élément, c'est surtout de ne pas le mettre à la poubelle, parce que quand ça arrive à la poubelle, nous, on ne peut pas assurer tout l'aspect potentiellement réemploi, potentiellement dépollution, et récupérer ces substances, ces matières premières qui vont éviter de transporter nos 3 brouettes de minerais à chaque fois qu'on achète un téléphone. Des conseils encore à donner, Karl Lacourly, pour ceux qui nous regardent et qui s'interrogent sur cette question ? Je pense que... Surtout les jeunes, parce que vous ciblez finalement les jeunes qui sont quand même des grands consommateurs de smartphones. Je pense que le conseil à donner aux jeunes, c'est de revoir leur consommation en matière de téléphone portable. Réfléchir par exemple aux nouveaux téléphones qui apparaissent, où les pièces sont interchangeables par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup, justement, on a également... les jeunes changent beaucoup de téléphone parce que ils veulent la nouvelle version. Ils veulent la nouvelle version, c'est ça, mais aussi parce que, par exemple, un téléphone casse facilement, très très facilement. On peut imaginer un téléphone où, par exemple, l'écran serait changeable, la batterie aussi. Ce qui est le cas d'ailleurs, en fait. C'est ce qui existe déjà aujourd'hui, justement, mais qui n'est pas encore très utilisé, notamment en France. Il faudrait remonter au niveau des... Effectivement, est-ce que les gens ont le réflexe ? Moi, personnellement, j'ai eu mon téléphone qui était cassé, la vitre. Je l'ai changé, ça m'a coûté 100 € en 20 minutes. Il est reparti, je l'ai toujours, ça fait plus de 3 ans. Ah, bravo. Donc, oui, effectivement, tant qu'il fonctionne, j'ai pu réparer la pièce. Il est reparti pour un tour. Tant qu'il tient, personnellement, il répond à mon besoin. Personnellement, je ne ressens pas l'intérêt d'avoir le tout dernier. Ouais. Et pour ceux qui disent l'obsolescence programmée participe aussi à cet engouement autour du téléphone, qu'est-ce que vous leur répondez ? À quelle date vous avez changé votre dernier téléphone et pour quelle raison ? Important, hein, recycler, c'est protéger. Si vous décidez de remplacer votre téléphone pour des raisons esthétiques, de mode, vous-même vous contribuez à ça. Donc, faut se poser la question vraiment soi-même du mode de comportement. Hein. D'accord.
Ce sera la conclusion de notre dossier du jour. Merci à tous d'avoir participé à notre dossier du jour. Pour ceux qui souhaitent recycler leur mobile, je vous invite à vous rendre sur le site jedonnemontéléphone.fr. Vous y trouverez toutes les informations. C'est simple et efficace. Allez, je vous propose maintenant d'aller retrouver Evan. Et oui, Anne Fantet, nous sommes toujours avec nos beaux murs végétaux qui sont conçus par Yannick et son équipe au centre commercial Grand Quartier à Saint-Grégoire. Et ce mur, il est quand même assez incroyable, il est hyper haut. Tu peux nous le décrire un petit peu, Yannick? Alors tu vois, c'est un mur qui doit faire à peu près 10 mètres de haut. Il fait aux alentours de 7 mètres de large. Donc... On a un problème de son? On se retrouvera un petit peu tout à l'heure, Evan, car nous avons un problème de liaison. Les centres de loisirs, on passe à notre séquence emploi. Les centres de loisirs et accueil périscolaire recrutent tout au long de l'année des contractuels. Ce matin, c'est Mélanie qui nous présente son métier de directrice d'accueil de loisirs. Regardez. Voici l'histoire de 3 petits cochons et d'un très grand et très méchant loup. Alors, je m'appelle Mélanie Zerman, j'ai 39 ans et je suis directrice d'accueil de loisirs et je fais de l'animation. Petit chat, 3 vilains petits fripons. Je n'étais pas partie pour faire de l'animation. Au départ, j'ai une formation d'histoire de l'art. J'étais à la fac, j'ai postulé pour faire un peu d'animation et puis gagner un peu d'argent. Puis petit à petit, j'y ai pris goût et j'ai eu envie de rester. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore là, 20 ans après. Nous, c'est vraiment différent de l'école. On est vraiment sur un temps où on n'a pas un programme scolaire à suivre. Magnifique. On est là pour aussi développer les capacités des enfants, mais vraiment à travers de jeux, de tout ce qui est ludique. On est vraiment dans la notion de plaisir. Avec l'autre main, regarde, pose ton gâteau, voilà, et enfonce un petit peu la paille avec ta main. C'est pas un métier facile, on va pas se le cacher, surtout en maternelle, hein. Il faut être patient. On a des petites techniques à nous. On va, pour pouvoir canaliser les enfants, chanter des chansons. Plutôt que de crier haut et fort « Allez, on range !» On va mettre une petite musique. Et en écoutant la musique, ils savent que c'est le moment de ranger. Cherchez-moi, coucou, je suis cachée sous un chou. À cet âge-là, elles sont vraiment des éponges. Moi, je l'ai vécu assez souvent. Oui, une journée un petit peu compliquée ou qui a mal démarré personnellement. Ils le ressentent. Ont cette capacité à eux-mêmes nous donner des choses qu'on n'imagine même pas. Un câlin, un sourire, un merci, un t'es belle, tous ces petits mots-là qui font que je suis contente de me lever le matin. L'idée, c'est de donner cette feuille-là en début d'année aux parents, pour qu'on puisse avoir vraiment une connaissance individuelle de chacun. On se réunit régulièrement pour avoir des vrais temps de réflexion. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était « Oh, tu fais de l'animation », c'était pas forcément très bien reconnu. Aujourd'hui, on nous associe de plus en plus vraiment à des réflexions. Donc on est vraiment dans la coéducation avec les enseignants, avec tous les partenaires. Et je suis encore plus fière aujourd'hui d'être restée là et d'avoir contribué aussi à cette évolution du métier. J'ai la plus belle reconnaissance qu'on puisse avoir dans un travail, le sourire d'un enfant. C'était le métier d'animateur périscolaire. On va plus loin avec Johan Le Disco. Bonjour Johan. Bonjour Fanté, bonjour à tous. Vous êtes conseiller Pôle emploi à Brest. Alors l'animateur périscolaire fait partie des professions les plus sollicitées dans la petite enfance. À ce titre, il peut travailler dans différents types de structures, c'est ça ? En effet, alors il peut travailler déjà dans les écoles, que ce soit en école maternelle ou en école primaire, et il peut également travailler en centre de loisirs ou également en maison des jeunes et de la culture. Rappelez-nous, quelles sont ces grandes missions ? Alors au niveau des missions, donc, tout d'abord il y a la mise en place des activités, donc, comme l'expliquait Mélanie dans le reportage, donc il faut essayer de créer justement des activités créatives, ludiques, des activités sportives, mais il y a aussi la participation au moment de la vie quotidienne comme le repas. Et ce qui est important en parallèle, c'est de garder aussi ce lien avec les parents, pouvoir justement faire ce lien et voir l'évolution tout au long de l'année. Et quelles sont les formations qui existent pour exercer ce métier ?
Alors, en termes de formation, vous avez deux possibilités. Donc, on a la première option qui correspond au diplôme non professionnel comme le BAFA. Donc, c'est ce que Mélanie a passé, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ça, c'est ce qui est le plus connu et le plus commun. Après, en termes de diplôme professionnel, on a le DUT carrière sociale et le DGEPS, donc le diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, avec la mention animation périscolaire, socio-éducative et socio-culturelle. Et quelles sont les qualités humaines qui peuvent servir d'atout si l'on veut devenir animateur? Alors, tout d'abord, ça peut paraître naturel, mais déjà, aimer être au contact des enfants, c'est la première chose à avoir. Et donc, comme l'expliquait Mélanie, donc la patience, parce que c'est vrai que en maternelle et en primaire, la patience n'est pas forcément la même, l'autonomie n'est pas la même non plus. Et il y a l'empathie qui est à avoir exactement parce que les animateurs et les animatrices sont confrontés à des situations toutes différentes les unes des autres. Et là où j'apporterais justement une petite vigilance, c'est sur le point émotionnel où il faut quand même essayer de garder une certaine distance. Et j'ajouterais l'énergie aussi, parce qu'il faut en avoir besoin pour s'occuper des enfants. Est-ce que c'est un secteur qui recrute en Bretagne, Johan? Alors, c'est un secteur qui recrute. Après, j'apporterais une petite précision dans le recrutement. C'est vrai que des fois, les offres ne sont peut-être pas forcément diffusées, mais les besoins sont quand même présents et il y a une certaine saisonnalité qui existe, surtout sur ce poste-là et dans ce secteur, notamment avec un recrutement qui est plus fort au niveau de l'été pour préparer la rentrée et au mois de mai et juin pour préparer justement l'été dans les centres de loisirs. Merci beaucoup, Johan Le Disco, pour tous ces conseils emploi. Et avant de passer à notre volet solidarité, je crois qu'on a rétabli la liaison avec Evan. Salut Evan, tu m'entends bien? Et oui, ça y est, on s'entend bien, c'est ça la magie du direct aussi. Des fois, quand il fait froid, le matériel aussi a froid, comme nous. En tout cas, on voulait vous montrer avec Annick ce magnifique mur végétal à l'extérieur du centre commercial Grand Quartier à côté de Rennes. C'est un mur végétal que tu as conçu avec tes équipes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pendant qu'on s'en rapproche? On s'en rapproche. Alors tout à fait, c'est un mur qui doit faire aux alentours de 60 mètres carrés. Dedans, on y retrouve aux alentours de 3500 végétaux, donc avec 30 à 35 variétés végétales. Donc tu vois, c'est quand même une très grande quantité de végétaux que l'on a dedans. Tout en haut, il y a des petites pâquerettes. Est-ce que des fois, on peut mettre des fleurs dans un mur végétal? Alors tout à fait, là on est dans une période hivernale, donc les plantes sont au repos végétatif, on le voit là. Mais par contre, on va retrouver de très belles fleurs, du rose, du blanc. Là on est orienté nord, donc on a plutôt des plantes type des fougères, des certoniums qu'on retrouve là. Mais effectivement, on va avoir un fleurissement et le mur va totalement s'exprimer à partir du mois de mars-avril. Bon alors c'est très joli, 3500 plantes, mais pour arroser, comment on fait? Parce que c'est du boulot. Voilà, alors on a évidemment un système d'arrosage qui est entièrement automatique. Ce système, en plus, ça a l'avantage d'être géré directement avec un ordinateur. Donc aujourd'hui, on peut le faire à distance, sachant que nous, on a des murs sur toute la France. Évidemment, on a l'avantage de pouvoir le gérer comme ça. Et en fait, on va répartir des goutteurs dans notre mur végétal qui vont arroser à des fréquences régulières et on va augmenter évidemment l'arrosage en fonction de la saisonnalité. On n'aura pas le même. Ici, le mur est quasiment arrêté en termes d'arrosage puisqu'on est vraiment en période hivernale. Ça vous demande de l'entretien à quelle fréquence? Alors un mur végétal extérieur s'entretient au minimum 3 à 4 fois par an, comme un jardin finalement, mars, juin et septembre, ce sont les tailles les plus importantes. Et puis un suivi régulier pour s'assurer que tout va bien, justement on parlait tout à l'heure des parasites, pour s'assurer aussi que l'arrosage fonctionne bien en dehors de nos entretiens que l'on fait avec une nacelle, évidemment, qu'on fait venir ici. Et quand vous intervenez sur la construction d'un mur végétal comme ici dans un centre commercial, par exemple, vous êtes là dès le début avec l'architecte ou vous intervenez à la fin? Comment ça se passe? Alors en fait, on va intervenir dès le début du projet finalement. L'avantage, c'est qu'on va voir avec les différents corps de métier, que ce soit les plombiers, les électriciens, etc. Et surtout la structure qui est très lourde sur ce mur-là. On va d'abord travailler en amont. On va préparer notre mur végétal, on va préparer nos modules qu'on verra tout à l'heure. Et ensuite, après, évidemment, on va venir quasiment à la fin
puisque ce mur végétal va venir se rapprocher et se poser en fait sur la façade du bâtiment. Oui, donc au dernier moment. Donc on vient au début, on ne voit plus beaucoup et on vient à la fin. Voilà. En 30 secondes, tu peux nous expliquer rapidement comment est-ce que tu en es venu à faire ce métier qui est quand même assez fascinant. C'est un projet de reconversion. Exactement, il y a maintenant pratiquement 13 ou 14 ans, j'ai décidé de changer de voie. C'était dans l'industrie pharmaceutique pendant plus de 20 ans, je viens de la pharmacie. Et en fait, j'ai décidé de l'architecture, le végétal, ça me parlait. Peut-être comme certains en confinement en ce moment, qui ont décidé de changer de vie, moi j'ai décidé de changer de métier. Et 12 ans plus tard, j'ai toutes mes équipes qui m'accompagnent, des gens qui sont là depuis le début. 5 personnes. Qui sont avec nous et qui m'accompagnent au quotidien. Et bien justement, on va aller voir vos ateliers dans les serres, juste à côté, pas très loin d'ici. Vous allez voir comment on construit ces murs végétaux. Ça sera dans une poignée de minutes. Et puis là-bas, il y a aussi une plante impressionnante qui me traumatise avant même de l'avoir vue. Vous en saurez plus tout à l'heure. Courage, ça va le faire. Allez, à tout à l'heure, Evan. On passe maintenant à notre volet solidarité. Vous le savez, chaque jour, on parle des initiatives solidaires portées par des Bretons et des Bretonnes. Annelle Leblévec, je le disais au début de l'émission, vous êtes la marraine du dispositif Tout Sport. Vous êtes porteuse d'une maladie génétique, militante féministe. Cela ne vous a pas toutefois empêché de pratiquer des activités handisport. Alors d'abord, pour commencer, en quoi consiste votre projet dont vous êtes marraine, Tout Sport ? Alors, pour préciser, c'est pas mon projet, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est un projet qui a été monté en 2016 par les CIDFF, donc les Centres d'information pour les droits des femmes et des familles. Il y en a un par département à peu près. Et donc, ce projet-là, qui existe depuis 4 ans, on m'a demandé d'en être marraine il y a 2 ans. Et c'est quoi le but ? Donc, l'objectif, c'est d'utiliser les bienfaits du sport pour accompagner des femmes dans une insertion sociale d'abord, mais aussi professionnelle ensuite. Et comment ça se passe concrètement, la mise en place de ce projet ? Elles sont suivies de temps à autre ? Ce sont des femmes qui travaillent ? Alors donc c'est un projet qui dure environ 1 an et demi. Donc là c'est la 3e phase. Il y a une troisième, on va dire, il y a un 3e lot de CIDFF qui s'y sont mis récemment. Et donc c'est environ un groupe d'une dizaine de femmes qui sont accompagnées, qui ne sont pas dans l'emploi pour l'instant et qui sont souvent assez éloignées des relations sociales, qui ne sont pas intégrées dans le paysage social autour d'elles. Et donc qui vont intégrer un groupe de sport accompagné par des professionnels sportifs et des professionnels des CIDFF et qui vont d'abord identifier les freins à leur pratique sportive, qui vont en parallèle tester différents sports et ensuite ensemble discuter de ce qu'il est possible de trouver comme solution pour pallier ces freins et donc pratiquer régulièrement un sport pour tous les bienfaits que cela procure. Parce que ces femmes-là, elles ne font pas de sport avant d'intégrer ce programme ? C'est des femmes qui sont très éloignées du sport, voire qui n'en ont jamais fait. Mais en fait, les chiffres prouvent que les femmes, de manière générale, sont éloignées du sport plus que les hommes. Alors, ces chiffres tendent à se... résorber petit à petit. Être moins, il y a moins d'écart entre les hommes et les femmes. Mais par exemple, les femmes issues des quartiers politiques de la ville ou des milieux ruraux sont beaucoup moins présentes dans la pratique sportive que les hommes. Et quels sont les freins qui remontent avec les discussions que vous avez avec elles, notamment ? Alors, ils sont assez nombreux. Il y a le manque de confiance en soi. Il y a le manque, il y a des problèmes d'organisation. Les femmes ne se donnent pas le temps de le faire parce qu'il faut gérer les enfants, il faut gérer la vie de famille et puis la maison, puisque les tâches ménagères incombent encore en trop grande partie aux femmes. Il y a la peur de se déplacer seule dans un bus, seul le soir. Il y a la peur des agressions dans la rue notamment. Et puis on se dit qu'on ne va pas y arriver en fait. Si on n'a jamais fait de sport, si on doute de soi, si on a des problèmes de santé, etc., on se dit pourquoi se mettre au sport, je ne vais pas y arriver. Est-ce que certains de ces freins-là, vous les avez subis ou ressentis, vous, en tant que femme ? Oui, alors d'autant plus en tant que femme handi, puisque moi, ces freins-là, je les ai toujours connus, de me dire que je n'allais pas y arriver. Et puis, oui, en tant que, comme toutes les femmes, en fait, on a aussi peur de sortir le soir, il fait nuit, on est tout seul. Donc, c'est des freins que je pense quasiment toutes les femmes ont ressenti un jour dans leur vie. Ouais. Et vous me disiez aussi trouver un club, parfois ça relève du parcours du combattant. Oui, en fait, souvent, on ne va pas forcément se tourner vers le sport qui nous fait envie, mais le sport qui existe autour de soi. Donc, dans le cadre de ce projet Tout Sport, l'idée, c'est aussi derrière d'aller contacter les structures et de leur dire, en fait, on aimerait faire ce sport-là, mais vos horaires ne nous conviennent pas, la situation géographique du lieu non plus, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de moyens de transport sécurisés pour s'y rendre. Donc, une fois que le projet est plus ou moins terminé, l'idée, c'est derrière de travailler avec les structures pour dire il faut faire plus pour les femmes.
Alors les parrains et les marraines sont souvent des sportifs valides. Les profils handisport comme le vôtre sont plutôt rares. Le message il est encore plus fort aujourd'hui. Oui, effectivement, on m'a demandé d'être marraine parce que moi-même, en tant qu'handi, j'ai fait face à ces problématiques de manque de club, de manque de visibilité aussi. Ouais. L'idée avec ce projet, c'est aussi que les femmes reprennent la place qui leur a été volée dans l'espace public, qu'on voit des femmes dans l'espace public, tout type de femmes. Et effectivement, c'est bien que le profil de marraine et de parrain change ces dernières années. Alors vous avez pratiqué de nombreux sports, équitation, danse, escalade, surf et plus récemment le parachutisme. Finalement, qu'est-ce qu'apporte pour vous dans votre parcours le sport ? Alors le sport a toujours fait partie de ma vie. J'ai un profil à me lancer des défis. Et je pense que c'est ça aussi qui convenait aux professionnels de tout sport. Le sport, c'est incroyable. Ça développe l'estime de soi, ça développe la confiance en soi. On nous propose des choses, on se dit mais jamais j'y arriverai, c'est pas pour moi, j'en suis incapable. Et puis finalement, on y arrive. Donc forcément, après, on se dit mais peut-être que tout est possible. Ouais. Et puis, c'est aussi magique. Les frontières, en fait. On dépasse nos propres frontières, nos propres barrières, celles qu'on pensait avoir physiquement, celles que notre société nous a mises, notamment en tant que femme et en tant qu'handi. Et puis, c'est incroyable aussi en termes de relations sociales. On développe un réseau, et c'est aussi tout l'intérêt du projet Tout Sport, c'est que les femmes qui sont rentrées dans ce projet-là, derrière, une fois qu'il a été terminé, elles sont restées en lien, en fait. Elles ont créé... Si ce n'est des amitiés, en tout cas des liens qui vont permettre parfois de s'entraider pour plein de situations. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir des modèles. C'est ça qui fait aussi la force de ce projet, je trouve. Oui, de se dire que d'autres avant nous, peut-être, ont fait la démarche d'aller casser les barrières, d'aller casser les codes. Et donc, de se dire, bon, bah, c'est faisable. Et puis, on sait aussi qu'on peut s'appuyer sur les marraines pour y aller, quoi. C'est une petite question un peu rituelle ici. Et que diriez-vous à des femmes qui n'osent pas se lancer dans un sport ? Quel message souhaiteriez-vous leur faire passer ? Alors déjà qu'elles sont sans doute pas toutes seules, qu'on est nombreuses à vouloir faire de se lancer des défis et qu'on n'ose pas. Donc c'est peut-être un peu facile à dire, mais oui, d'y aller en fait, de pas se limiter à ce qui existe ou de ce qu'on pense faire, mais se dire bon bah mon rêve c'est ça. Peut-être encore plus avec la nouvelle année, et puis ce qui se passe en ce moment, on se dit on a des rêves qui sont là depuis toujours, et puis on va y aller, et de savoir qu'il y a des structures pour les accompagner aussi, que les clubs aujourd'hui sont quand même assez friands de la pratique sportive féminine, en fait. En tout cas, faire exploser les barrières et ne pas se donner de limites. Exactement. Merci beaucoup, Anaëlle, pour ce témoignage. Et vous aussi, si depuis chez vous, vous souhaitez vous investir dans le milieu sportif, vous voyez la marche à suivre pour devenir bénévole dans le sport associatif. Alors, t'as repris les entraînements avec les poussins ? Ouais, c'est trop sympa. Le sport associatif va bientôt pouvoir redémarrer pour tous. Et le bénévolat est plus que jamais essentiel pour faire vivre les associations et les clubs. Pas de tournoi poussins le dimanche sans bénévoles pour les accompagner. Et chacun peut trouver sa catégorie. On peut être bénévole administratif, président, trésorier, bénévole occasionnel pour une manifestation ou une compétition sportive, ou encore encadrant sportif bénévole, pour les petits niveaux bien sûr. Du responsable de la buvette à l'entraîneur sur le terrain, tout est possible avec le bénévolat sportif. Alban a 23 ans et sa passion, c'est le foot. Moi, après le confinement, j'ai décidé de coacher une équipe de foot, donc bénévolement, une équipe de jeunes de 17 ans. Donc c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'est une véritable passion. Moi, je fais du foot depuis que j'ai 5 ans, on m'a transmis beaucoup de savoirs techniques, tactiques, et j'avais vraiment envie de moi-même retransmettre ces savoirs qu'on m'a appris. Puis c'est super parce que les jeunes sont motivés, on participe aux entraînements avec eux, on fait des exercices physiques, donc ça les motive d'autant plus. Donc moi je fais ça 3 fois par semaine en plus de mon boulot, c'est une véritable passion. Si vous aussi vous voulez devenir bénévole dans le sport associatif, vous pouvez proposer vos services dans une association ou un club. Ils ont besoin de votre engagement pour exister. Voilà pour notre idée du jour. Allez, on part retrouver une dernière fois Evan. Evan qui est au cœur d'une serre. Alors vous qui souhaitiez voir les coulisses d'un mur végétal, eh bien nous y sommes. Yannick, avant toute chose, il faut qu'on explique dans quel endroit on se trouve, dans une serre, mais dans un lieu assez particulier de Rennes. Tu peux nous expliquer ? Oui, alors ici on est tout proche de Rennes, on est à Bourgard et on est à The Land, anciennement le campus Antoine de Saint-Exupéry, qui est une école en fait qui forme les jeunes du CAP au bac plus 5, voire 6 aujourd'hui. Donc c'est vraiment une école de formation pour les jeunes en fait. Et une école dans laquelle tu interviens aussi. Et
dans ces serres, tu prépares les futurs murs végétaux. Exactement, nous avons notre outil de travail qui est ici, voilà, les serres, qui nous permettent de préparer ces fameux murs végétaux. Bon alors j'ai très envie de voir comment ça se passe, donc tu vas nous expliquer parce que j'aimerais bien en faire un à la maison ou sur le plateau de France 3, qui sait. Alors au départ, on a ici, tu vois, un substrat qui est très compacté. Voilà, ce substrat s'appelle la sphaigne. En fait, ça vient des tourbières. Alors l'avantage, voilà, sphaigne, voilà exactement. Donc c'est quelque chose qui nous permet, tu vas le voir, d'avoir une rétention d'eau qui est 20 fois son volume. Donc lorsqu'on l'a en fait reçu compacté, on va la mouiller. Tu vois, et on va arriver à ce substrat. Et si tu le prends, tu vois, regarde, si je mets, regarde, il y a de l'eau là, ici. On est vraiment comme une éponge, exactement. Donc l'avantage, c'est que ce substrat nous permet de faire de la culture à la verticale. D'accord ? Ensuite, notre travail à partir de ce substrat, c'est de se dire comment est-ce qu'on va le reporter sur ce qu'on a vu tout à l'heure à Grand Quartier. On va prendre des modules, on appelle des modules, qui ont une taille un petit peu particulière. On va mettre notre substrat donc à l'intérieur. On va faire un petit peu comme en cuisine, on va préparer ça. Voilà, on va mettre ça dans notre cage que l'on va bien fermer. Et puis on va progresser tranquillement. Et la magie de la télévision va nous amener à avoir notre module, voilà, tout rempli et tout prêt. Ce qui fait que, lourd. du coup, alors ça fait 12 kilos ce module, regarde, tu vas voir, c'est... Ah ouais. Quand même, voilà, là ils sont bien mouillés, il a bien plu ces derniers temps, donc voilà. Mais sur un mur aussi grand que celui qu'on a vu tout à l'heure, ça doit être hyper lourd comme structure. Oui, ça fait, tu prends 50 mètres carrés, tu vois, tu te dis qu'aux alentours de 80 kg au mètre carré, il faut des structures qui soient suffisamment costauds pour supporter ce substrat. Donc une fois qu'on a ce substrat qui est bien mouillé, bien préparé, on va avoir la dernière étape, c'est de mettre les plantes. Tu vois, alors encore une nouvelle fois, on va prendre nos plantes, là tu vois, regarde, on fait ça, hop, on va les défaire. Alors on va surtout pas mettre de terre dedans, d'accord, puisqu'en fait le substrat qui est la sphaigne et la terre, ça fait pas bon ménage. Donc on les mélange pas, on va prendre notre plante, on va retirer la terre. Et on va effectivement, à partir du schéma de plantation qu'on a vu, effectivement, pouvoir mettre nos végétaux. Et encore une nouvelle fois, la magie de la télévision nous amène à se dire, hop, voilà, notre module est déjà complètement préparé. Et il y a des espèces qui s'y prêtent plus que d'autres ? Oui, alors on va avoir, en fonction de ce qu'on va faire, soit le mur intérieur ou soit déjà le mur extérieur. D'accord ? Donc effectivement, on a des végétaux qui vont se comporter de manière plus facile à l'intérieur, qui vont moins supporter le risque de parasites, par exemple, de maladies, etc. Donc on va essayer d'adapter ça par rapport à son environnement. Et puis évidemment, la lumière, l'eau, c'est ce qui nourrit effectivement le principal, les plantes. Bon super, merci pour cette explication Yannick. Bonne journée. Et moi, avant de se quitter, j'avais envie de vous montrer cette plante assez impressionnante. Pour le coup, regardez comme attention, c'est une plante carnivore. Hein. Ah, une plante carnivore. Je crois qu'on a perdu Evan, j'espère qu'il retrouvera le chemin pour demain. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Demain au programme d'Ensemble c'est mieux, on reviendra sur l'essor du marché d'occasion, un succès qui se confirme d'année en année. Ce sera notre dossier du jour. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. À demain. Hey, hey.